Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a quelques semaines, Tesla faisait son show à Berlin pour l'inauguration de sa Gigafactory. Sous les yeux ébahis des visiteurs, une paire de phares de modèle Y projetait le nom Tesla sur un mur. Puis ce fut le light show de Noël et tout Internet s'est vu inondé de vidéos présentant des projections grâce à ses optiques. Mais cela ne suffit visiblement pas à Elon Musk qui tease un futur éclairage laser pour le Cybertruck. Nous allons parcourir l'ensemble de l'histoire de l'éclairage automobile et décortiquer la technique des phares matriciels actuels pour comprendre ce qui pourrait être le système d'éclairage du Tesla Cybertruck. Allez, c'est parti, générique. Comme c'est devenu une habitude sur la chaîne, je vais commencer cet épisode par une mise en contexte. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'histoire, ce qui serait dommage parce que ça permet de mettre en contexte la technique actuelle, le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description vous permettra de passer directement à la partie technique. Notre petite histoire commence en 1746, avec le décret du roi Louis XV qui imposait la présence d'un éclairage sur les calèches et autres véhicules. Ok, ce n'est pas de l'automobile, mais ces premiers éclairages vont avoir une grande importance pour le futur, au point d'en retrouver certains éléments dans les voitures modernes. À cette époque, seule la flamme était disponible pour faire de la lumière, avec la bougie par exemple. Et ce n'était guère pratique en extérieur. Le vent et les intempéries soufflaient rapidement les flammes, et donc la bougie était entourée d'une boîte aux parois de verre appelée lanterne. La bougie n'offrait que peu de lumière, et comme le savaient les architectes de l'époque, installer des miroirs dans une pièce permettait d'en augmenter la luminosité. Les lanternes furent donc équipées de miroirs pour réfléchir la lumière de l'arrière et des côtés de la lanterne afin de la projeter vers l'avant, et ainsi d'améliorer l'éclairage. Comme ces lanternes projetaient la lumière dans une seule direction, elles prirent le nom de projecteurs, appellation toujours actuelle dans nos voitures modernes. Bon, la bougie c'est bien pour une calèche ou un chariot, mais l'arrivée de l'automobile impliquait des vitesses plus élevées et donc avait besoin d'une meilleure lumière pour voir plus loin. Au début, les lampes à pétrole suffisaient, mais rapidement, un nouveau système plus puissant voit le jour, la lampe à acétylène. Inventée par hasard en 1892 par Henri Moissan qui cherchait à produire des métaux plus purs dans un fourneau, il découvre que si l'on met du carbure de calcium en contact avec de l'eau, un gaz inflammable s'en échappe, l'acétylène. La lumière est plus vive que celle de la combustion du pétrole lampant ou de la cire. Et cerise sur le gâteau, installer des petits cristaux de carbure de calcium permettait de créer un petit générateur d'acétylène portable qu'on intègre facilement dans un projecteur. L'automobile en profite immédiatement et l'arrivée des premières ampoules électriques n'a tout d'abord aucun effet sur le succès de la lampe à acétylène. En effet, il faudra attendre 1915 pour voir se généraliser les systèmes électriques 6 volts afin que les lampes à incandescence soient assez puissantes pour surclasser l'invention de Moissan. Mais parlons-en un peu de cette ampoule électrique et de sa création. Elle est inventée en 1835 par l'Écossais James Bowman Lindsay. On a peu de traces de sa découverte car il n'a pas pris soin de documenter et de breveter son travail. Ce petit détail a une grande importance puisqu'en 1870, Joseph Swan, électricien et chimiste anglais, améliore le procédé en utilisant une ampoule dans laquelle le vide d'air a été établi pour éviter la combustion du filament. Il améliore son procédé et sa première ampoule réellement fonctionnelle est présentée en 1879. De l'autre côté de l'Atlantique, un autre électricien suit les travaux de Swan et parvient également à un résultat en 1879. Contrairement à Bowman-Lindsay et Swan, celui-ci documente ses recherches et dépose un brevet tout en revendiquant la paternité de l'invention. Swan portera l'affaire devant les tribunaux, mais ceux-ci, bien qu'ayant établi le plagiat de l'américain, reconnaîtra que ce dernier a inventé un processus industriel pour la produire. Les deux protagonistes sont donc renvoyés dos à dos avec l'obligation de produire leur invention dans une société commune dont ils sont copropriétaires. Nombreux sont les livres d'histoire qui présentent l'Américain comme l'inventeur de l'ampoule à incandescence, mais comme ce fut le cas pour la majorité des inventions qui lui sont attribuées, n'étaient en fait que des reprises des inventions des autres chercheurs légèrement modifiées, ou encore, plus condamnable, le vol pur et simple du travail de ses collaborateurs et partenaires. Ah, j'oubliais, l'Américain s'appelait Thomas Edison. Pour prendre place dans l'automobile, l'ampoule à incandescence doit évoluer vers plus de puissance.
En 1904, la société Thinxram remplace le filament de carbone ou de fer par du tungstène, permettant une meilleure durée de vie. À partir des années 1910, des gaz neutres comme l'argon sont utilisés, réduisant la fragilité de l'ampoule et augmentant leur durée de vie. L'éclairage électrique peut alors faire son entrée dans l'automobile. Il faudra attendre 1959 pour voir une nouvelle avancée de la technologie avec la lampe à iode. Gaz halogène, l'iode réagit avec le tungstène sublimé par le filament surchauffé et permet une meilleure luminosité tout en régénérant le filament. Ce filament d'ailleurs est le point faible de toutes ces ampoules et très tôt, des inventeurs ont tenté de s'en passer. Mais pour le remplacer par quoi ? Dès 1705, et oui, avant même l'invention de la lampe à filament, Francis Haughby crée un arc électrique dans un globe de verre sous vide partiel. Les témoignages de l'époque soulignaient la puissance lumineuse du dispositif qui permettait de lire en pleine nuit. Plus tard, d'autres eurent l'idée d'introduire des gaz qui réagissent à l'électricité pour augmenter la luminosité. Certaines ampoules furent même revêtues de matières photosensibles, augmentant encore la luminosité. Les applications ont été nombreuses, avec pour les plus connus, les lampes à sodium de nos éclairages publics, les tubes néons, les tubes à mercure ultraviolet ou simplement les écrans cathodiques des premiers téléviseurs ou moniteurs informatiques. Pour avoir une lumière très blanche avec ce procédé, on va utiliser du xénon. Vous me voyez venir, hein ? Avec une tension de plusieurs milliers de volts, l'ampoule offre une lumière intense et nettement plus blanche que les ampoules à incandescence. Elle trouve donc logiquement sa place dans l'éclairage automobile, mais pas pour longtemps. Parce qu'elles sont chères et complexes à mettre en œuvre. Elles sont pourtant ce qui se fait de mieux depuis leur introduction en 1992 dans la BMW série 7 et jusqu'à l'arrivée des phares LED en 2008 sur l'Audi R8. On en a fini avec l'histoire, maintenant on va parler un peu technique. Et on va parler des LED. Mais c'est quoi une LED ? Tout d'abord, pour les intégristes de la langue française, nous devrions utiliser l'acronyme DEL, et non LED qui vient de l'anglais. En effet, DEL veut dire diode électroluminescente. Une diode est un semi-conducteur, généralement fait de silicium, permettant le passage du courant dans un seul sens. C'est un composant extrêmement intéressant pour toutes les applications électroniques. Naturellement, la diode émet de la lumière, mais dans le spectre à infrarouge, totalement inutile pour l'éclairage. Pour rendre ce composant lumineux, le courant passe dans un matériau autre que le silicium, qui émet de la lumière visible au passage du courant. Ainsi, des matériaux très divers et variés sont utilisés comme l'arsénure et le phosphure de gallium, l'arsénium d'indium et bien d'autres. À chaque matériau, on obtient une couleur précise. Reste un petit souci, le blanc n'existe pas dans les LED. Il faut alors plusieurs sous-LED de couleurs complémentaires comme le rouge, le bleu ou le jaune. Leur combinaison permet d'avoir du blanc et toutes les autres couleurs possibles. Dans le cas de l'automobile, les tensions appliquées aux différentes sous-LED sont calibrées pour obtenir la lumière la plus proche de la lumière du jour. Ensuite, pour obtenir une puissance lumineuse suffisante, on peut utiliser soit des plus grosses LED, soit en assembler plusieurs. Ce n'est pourtant pas suffisant pour avoir un faisceau dirigé et agréable à l'œil du conducteur, comme à celui du conducteur qui vient en face d'ailleurs. On a alors recours à plusieurs techniques pour obtenir les faisceaux de lumière voulus. En premier lieu, la réflexion. Comme dans les calèches du XVIIIe siècle, la lumière de la LED est réfléchie par un miroir. Celui-ci a une courbure et une forme précise pour concentrer le rayon des LED en un seul faisceau. Son orientation est réglable grâce à deux petits moteurs électriques intégrés dans l'optique. Ensuite, il y a la réfraction. La lumière n'est pas réfléchie mais détournée lors de son passage dans un milieu transparent. On a tous fait cette petite expérience au collège où on plonge un stylo dans un récipient rempli d'eau. Le stylo semble cassé à la surface du liquide, mais ce n'est dû qu'à une simple propriété optique, la réfraction. En fonction de la lentille utilisée, on peut concentrer ou diffuser la lumière, et cela a de nombreuses applications. Loupe, lunettes ou objectifs d'appareil photo font tous appel à cette propriété. Dans une Tesla Model 3 ou Y 2021 avec le nouveau système Matrix LED, Tesla utilise ces deux systèmes optiques. Les réflecteurs forment le faisceau des feux de croisement, ou code. Ils restent allumés en permanence et sont réglés pour ne pas éblouir les personnes venant en face. Pour les phares ou feux de route, Tesla utilise un ensemble de 102 LED dont les faisceaux sont réfractés par une lentille afin d'obtenir un faisceau puissant permettant de voir loin. Pour voir apparaître une inscription ou une forme comme présentée à Berlin, rien de plus simple du coup. Il suffit d'allumer les LED correspondantes et ainsi d'avoir une image projetée avec une forme. L'informatique de la voiture sait très bien faire cela. Si on combine cela avec les autres éclairages de l'auto dans un logiciel de séquençage synchronisé avec de la musique, cela donne un light show du plus bel effet. Mais tout de même, toute cette technologie juste pour ça!
En fait, cette démonstration n'est qu'une des facettes du système. Elle est bien plus utile pour d'autres applications. Et voici comment cela fonctionne. Chaque LED émet une lumière qui, une fois réfractée par la lentille, illumine une zone précise du sol. L'ensemble des LED forme une grille illuminée qui semble être un seul et unique faisceau de lumière. Une caméra va alors analyser l'image de ce qui se passe devant la voiture et identifier toute présence dans la zone illuminée. Piétons, voitures ou cyclistes se trouvant dans la grille vont être automatiquement identifiés et l'ordinateur de la voiture va en être informé. Celui-ci va alors couper les LED correspondantes dans la grille. L'objet ou la personne ne sera plus éclairé que par les codes, ou feux de croisement, moins éblouissants, tandis que le reste de la zone à haute luminosité reste allumé, favorisant la vision du conducteur tout en évitant l'inévitable temps de réaction de l'œil à la baisse de luminosité. Avec le temps de réaction rapide des LED, ce système est bluffant, aussi bien en tant que conducteur qu'en croisement. J'ai eu l'occasion d'expérimenter ce système sur un Mazda CX-5 en 2017, et sincèrement, c'est le meilleur éclairage que j'ai jamais vu. Pourtant, est-il possible de faire encore mieux? Les LED, même avec des réflecteurs ou des lentilles, forment un faisceau de lumière diffus. De plus, la lumière bleue des LED peut avoir une influence sur notre santé oculaire, voire même sur nos cycles de sommeil. Mais comment réaliser une amélioration substantielle sans pour autant complexifier le projecteur? Eh bien, en utilisant un laser. Alors je vois déjà arriver les commentaires. Oui, mais le laser c'est cher, complexe et dangereux. Je vais donc répondre à cela tout de suite. En premier lieu, le terme laser veut dire amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais ça ne correspond pas à l'acronyme laser. C'est normal, il est l'acronyme anglais de cette expression. Désolé pour les intégristes anti-anglicisme. Pour simplifier, la lumière émise par l'effet laser est dite cohérente. Elle se présente sous la forme d'un faisceau dont les bords sont quasiment parallèles. C'est ce qui fait tout son intérêt. On peut ainsi récupérer quasiment toute la lumière émise et la projeter vers sa cible. La théorie de l'effet laser a été décrite par Albert Einstein en 1917. Il faudra pourtant attendre 1950 pour que le physicien français Alfred Kastler commence des expériences sur un système permettant effectivement de produire un tel effet. Il reçoit le prix Nobel en 1966 pour ses travaux. Et en plus, c'est un Alsacien, ce qui ne gâche rien sur une chaîne comme la mienne. Bref, en 1960, Theodor Meinemann obtient le premier laser à l'aide du dispositif de Kastler et d'un cristal de rubis. Les évolutions suivantes feront appel à des gaz ou des liquides pour remplacer ce précieux cristal. Dès le début des années 70, les applications du laser dans la découpe, la mesure ou la médecine se font jour. Le laser est alors un appareil coûteux et très complexe. Composé d'un milieu émetteur, l'appareil renvoie le faisceau encore et encore dans le milieu émetteur au moyen de miroirs. C'est un peu comme l'effet Larsen en acoustique, où ce qui sort du haut-parleur retourne dans le micro et s'amplifie à l'infini, donnant ces bruits assez stridents. L'un des miroirs présents dans la chambre laser laisse passer une petite partie du faisceau pour l'utiliser dans le milieu extérieur. On est d'accord, tout ceci est complexe et très coûteux, avec des matériaux rares, mais aussi des appareillages complexes demandant de strictes conditions de fonctionnement et de maintenance. Rien qu'on ne puisse utiliser dans une automobile. Pourtant, dans les années 80, le laser est entré dans le grand public. Spectacles et petits gadgets émettant un faisceau laser sont proposés à la fois au public et à l'industrie. On les trouve même dans la transmission des signaux qui parcourent la fibre optique que vous utilisez peut-être pour regarder cette vidéo. Une telle démocratisation n'aurait pas été possible avec les systèmes complexes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il existe pourtant un autre moyen d'obtenir un faisceau laser, la diode. Encore elle. En simplifiant grandement le principe, une diode émet des photons qui passent dans un milieu amplificateur et un ensemble réflecteur de très petite taille. Il en résulte un faisceau laser, certes un peu moins cohérent que celui des grosses machines complexes, mais tout de même assez précis pour de nombreuses applications. Leur invention a entre autres permis la création du CD et du DVD, ou de l'imprimante laser, sans parler des télémètres. Une telle diode est certes un peu plus chère que son homologue électroluminescente, mais permet nettement plus de puissance dans un faisceau dirigé. En évitant les longueurs d'onde dangereuses pour la rétine, la combinaison des diodes laser rouge, bleu et jaune permet également d'obtenir une couleur blanche efficace tout en étant inoffensive. Un tel projecteur n'a besoin que d'une lentille pour combiner les faisceaux. Au lieu d'utiliser des réflecteurs et lentilles pour orienter le faisceau, il suffit d'orienter le bloc contenant les diodes laser et la lentille. Et c'est là qu'on en vient à Tesla et au Cybertruck.
Elon Musk a annoncé en février 2020 que le pick-up Tesla serait équipé en standard de feu laser blade. Du coup, est-ce à dire que les optiques du pick-up Tesla utiliseront cette technique? Je ne le pense pas. En tout cas pas au début. En effet, la réglementation sur l'éclairage des voitures est très précise et contraignante. Il faudrait homologuer le système après de longues et coûteuses procédures et Elon Musk le sait bien. Si on prend la totalité de son message en compte, cela éclaire quand même bien le sujet. Dans son message, il parle bien de Upper Laser Blade Lights, ce qui signifie que seuls les phares en haut seront équipés de cette technologie. Or, le Cybertruck prototype a présenté une rampe de phare de travail en haut de son immense pare-brise. Avec une technologie comme des projecteurs laser à ce niveau, plus de problème pour les utiliser. Ils sont faits pour éclairer une zone de travail et ne sont pas activés sur la route. Ils sortent donc de la partie à homologuer pour circuler sur route. Les contraintes sont donc moins importantes. Puissance et orientabilité dans un tout petit espace sans avoir à s'encombrer de protubérances aérodynamiques handicapantes ni d'ampoules gourmandes en énergie prendrait du sens dans l'esprit de simplification et d'efficacité qui guide toute la conception du Cybertruck. Et en plus, cela donne une caractéristique plutôt cool pour les fans de science-fiction. Bien joué Elon Musk. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire de soutien ou à partager la vidéo. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.